bonsoir, nous sommes le jeudi 25 avril, il est 19h, bienvenue dans Tunnel. Cette semaine, j'ai adoré arrêter de scroller. J'en ai parlé sur Instagram parce qu'on n'est pas un paradoxe près, sur lequel je ne vais plus qu'à des fins utiles, m'étant trop vu mettre un écran d'indifférence entre moi et les gens avec qui je passais du temps. Dans ma tragédie coutumière, j'aimerais en profiter pour vous rappeler qu'on peut regretter amèrement de ne pas avoir assez profité des êtres aimés, jamais de ne pas avoir assez scrollé. Cette semaine, j'ai détesté cette météo, tout simplement, que je qualifierais sans embâche d'irrespectueuse. J'en appelle courtoisement, d'ailleurs, par la présente, à la direction de Radio France, de bien vouloir donner le là, en délocalisant ses locaux en zone moins hostile, tout du moins plus vivable, le sud de la France à tout hasard. Sud de la France qui, on le rappelle à nos amis parisiens, se déploie bien au-delà des seules villes de Marseille et Biarritz. Cette semaine, j'ai découvert énormément de livres que je consomme en ce moment frénétiquement, parmi lesquels m'ont marqué énormément par leur brillance le livre de Kiemis et Refleurir, et le livre de Fatima Ouassak, Rue du Passage, que je vous recommande. Et ce sont des livres qui parlent d'enfance, et vous allez voir, nous allons y revenir. Et en fin de cette semaine, j'ai écouté en boucle une femme, et je ne devrais pas m'en plaindre, moi qui plaide constamment pour qu'elle soit plus streamée par les consommateurs, qui seuls peuvent influer sur l'industrie de par leur choix, et donc sur la valorisation, les bookings ou même les revenus de celle-ci. La représentation compte. Le petit démon avec qui j'ai la chance de vivre a pris cela au mot, on dirait. Et j'ai eu le plaisir chaque matin depuis une semaine de me réveiller à cause de cette personne, au son d'Eva Queen et son Bottega Veneta, ce qui permet à ce titre d'habiter H24 mon cerveau sans payer de loyer. Ce que j'espère de bon augure pour les flammes ce soir qui, je l'espère, couronneront un maximum de femmes. Je râle en vrai, mais j'ai toujours streamé plus de femmes de toute façon, parce que j'aimais mieux leur façon de décrire leur intériorité, et moi, elles à qui on pardonnait dans le temps la sensibilité d'évoquer les peines. Et nous le verrons ce soir, ça évolue maintenant, et ça devient permis à des hommes. Et il en faut de la musique pour se soustraire justement à nos peines. La vie n'épargne personne, parfois même dès son début. Il en est qui grandissent dans des climats difficiles, et s'élèvent pourtant, parfois seuls. Saisissez ici le double sens et la richesse du mot « s'élever », et qui pourtant, malgré ces débuts compliqués, vivent. Comment répondent-ils aux blessures de l'enfance ? Comment répond-on aux blessures de l'enfance ? Y a-t-il une vie après les épreuves ? Le sujet est intense, infini et passionnant. Vous savez que Tunnel, depuis cette fin août 2023, a pour vocation, semaine après semaine, de reproduire les longues discussions que l'on a parfois à la fin des dîners ou au clair de lune, réunissant dans l'intime des personnes qui ne se connaissaient parfois pas 2 heures avant, où l'on se livre profondément et s'enrichit de comprendre que tout le monde traverse les mêmes errances. Quel meilleur sujet alors que tout ce qui touche à l'enfance ? Pour en parler ce soir, une tablée complète, prête à nous prêter ses yeux et sa voix sur ces sujets complexes. Carolina, je me tourne vers toi, à ma gauche, la Carologie. Tu es youtubeuse depuis 2015. Tu étais super jeune quand tu as commencé. Est-ce que Internet était déjà aussi méchant ? Absolument. Ouais. D'ailleurs, c'est une des raisons qui m'a poussée à commencer les vidéos, parce que je suivais énormément de personnes depuis un certain temps. Je me construisais à travers elles, les papesses d'Internet, comme j'aime les appeler, Enjoy Phoenix, Sananas, Je ne suis pas jolie, et d'autres. Et c'est justement en voyant certaines choses qui n'allaient pas que je me suis dit, moi j'ai envie de créer du contenu différent, qui montre d'autres choses. Et je suis arrivée un peu comme ça, en me disant que j'allais refaire le monde. Et ça fait 8 ans que ça dure. Et justement, tu es arrivée avec ton contenu passionnant, super éclectique, qui donne l'impression que tu t'aides en aidant les gens, à base de questions existentielles que tu décortiques avec toujours beaucoup de philosophie, à des séquences de vulgarisation, donc de tes connaissances sur divers sujets, ou encore des interviews. Comment est-ce que tu résumerais le fil directeur de toutes ces réflexions ? En fait, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, je ne savais pas à quoi il ressemblait et ce qu'il signifiait. Je me suis beaucoup éparpillée dans mon contenu. Je ne sais pas à quel point j'ai le droit de m'étaler quand je parle. T'inquiète. Parce que j'ai tendance à beaucoup parler, il ne faut pas hésiter à me couper. En gros, j'ai commencé des vidéos d'abord en parlant beaucoup de psychologie. Je partageais la thérapie que je commençais à cet âge-là, justement, à cause des traumas vécus auparavant. Et voilà, j'avais fait beaucoup de vidéos de développement perso, psychologie, spiritualité et tout. Et Internet est arrivé pour me dire « T'as rien compris à la vie, t'es problématique, ce que tu penses c'est de la merde, politise-toi ». En très très vulgarisé. Donc là, j'ai découvert l'existence du sexisme, du racisme, du validisme, de toutes ces choses. Et en fait, moi qui vivais dans un petit monde un peu genre le monde il est beau, il n'y a que Dieu, et les individus, tout d'un coup, j'ai pris une claque. Je me suis désenchantée totalement. J'ai commencé des études de sociaux et j'ai passé à un autre extrême en fait, de
que la matière et le social et le déterminisme, et il n'y a que les structures et le mal, et du coup tout ce que j'avais réussi à cultiver pour m'en sortir avant, tout d'un coup je me disais mais c'est de la merde néolibérale, c'est du développement personnel bullshit. Enfin, je m'asseyais surtout, même la spiritualité, je me disais que c'était une arnaque. Et bref, tout ça pour dire que voilà, j'ai partagé ces cheminements, je me suis étalée sur tellement de sujets. Honnêtement, les gens quand ils me demandent ce que je fais comme contenu, je leur dis un peu tout, je parle, quoi. Je raconte ma vie. Et récemment, j'ai enfin compris quel était du coup le liant de tout ça. C'est qu'en fait, je suis obsédée sur le sujet de la violence depuis toujours. Donc, quand j'ai commencé les vidéos, au départ, je parlais de violence personnelle, de ce que je vivais, de comment moi j'essayais d'y survivre à une échelle individuelle avec des outils individuels. Du coup, changer sa manière de penser que c'est que soi qui crée sa vie. Il n'y a que moi qui crée ma réalité. Ce ne sont que mes pensées qui génèrent ce que je ressens, etc. Et en gros, j'ai juste compris que la violence venait d'ailleurs, pas que de dedans, pas que de la famille, des relations personnelles, mais aussi du monde. Donc tu t'es rendu compte qu'en fait, tes questionnements personnels étaient aussi peut-être d'ordre systémique, c'est-à-dire que c'était attenant à des structures de fonctionnement de la société. Et cette frénésie a continué, mais juste avec un autre angle, un autre regard. Je m'occupais plus des relations entre les gens, mais je m'occupais de relations entre les institutions, comme la socio me l'avait un peu enseigné, quoi. Voilà. Avec succès sur YouTube. Aliène, à tes côtés. Aliène, tu rappes et tu chantes les blessures, les souvenirs, la famille, les excès, la peine. Donc tu touches bon nombre de thématiques, de styles musicaux et de chœurs, comme tu avais déjà pu le faire avec ton groupe. Alors, est-ce qu'on prononce VSO ou Vaisseau ? Tu peux dire les deux. Ok. Ouais. Alors, avec ton groupe Vaisseau. Tu es libre, ouais. Depuis 2017. Et en solo, en attendant ton concert à la Maroquinerie ce 13 juin, tu as sorti ton premier album, L'Orage, le 5 avril. Pourquoi toutes ces références à la météo dans les titres de cet album ? Alors, c'est quelque chose qui n'a pas été prémédité, à vrai dire. En fait, moi, je suis originaire du sud de la France, donc de Nîmes, donc le vrai sud. Voilà, on le rappelle à nos amis parisiens, comme tu le disais tout à l'heure. Et en fait, je suis monté à Paris en 2020 pour ce projet d'album. Et ça a été assez dur, parce qu'on se rappelle qu'à cette époque, je suis monté juste avant le deuxième confinement. Et du coup, je me suis retrouvé tout seul, en pleine deuxième vague, dans un petit appart. Voilà, vous connaissez la vie parisienne. Coupé de ma famille, de ma meuf de l'époque, de mes potes, tout ça. Et sous un temps horriblement pluvieux. Et en fait, j'ai eu un choc à ce niveau-là. Et je trouvais que ça faisait une belle analogie avec le spleen qui m'habitait à cette époque-là. Parce que franchement, c'était vraiment dur. J'avais l'impression que tous mes projets... ça marchait pas, enfin tu vois, rien n'avançait comme j'avais envie. Bien sûr. Et voilà, c'est de là que c'est arrivé. Et puis en fait, je me suis mis à jouer avec ça et je trouvais que la comparaison était sympa. Ouais, les métaphores entre météo et émotion qui viennent se croiser. Ouais, et puis en plus, on a tous une petite météo intérieure. Enfin, je sais pas, le matin, tu te réveilles et moi, c'est assez visuel pour moi, mais tu vois, aujourd'hui, je suis plutôt dans la pluie ou alors grand soleil, tu vois. Et c'est souvent corrélé, soit tu ouvres les rideaux et à Paris, t'es dégoûté parce qu'il fait jamais beau, ou alors t'es confirmé par la journée qui commence dehors. On va essayer que cette émission ne soit pas trop pluvieuse ce soir alors. Merci Aliène. Écoute, merci. Sabine Pacora, tu es comédienne. Comme le démontre encore la galerie étourdissante de personnages stéréotypés que tu incarnes dans ton spectacle La Freak, journal d'une femme vaudou. Est-ce que c'est une revanche sur le cinéma qui t'a toujours enfermé au fil des rôles ? Alors moi j'entends rien là, je sais pas si c'est normal. On va gérer ça au niveau technique. Ok. Est-ce que c'est bon ? Ah voilà, super. Les aléas du direct. Alors dans ce spectacle en fait, j'avais besoin de m'émanciper de stigmatisation et c'est passé aussi, cette émancipation est arrivée aussi avec l'écriture. Ouais. Donc je suis devenue aussi autrice et metteuse en scène. Et donc en fait, ce qui m'intéressait, c'était un peu de tordre le cou aux stéréotypes et de renvoyer le miroir à l'envoyeur. Donc en fait, ce qui m'intéressait, c'était de donner à voir le regard qui était porté sur ces nombreuses femmes que j'ai pu jouer au cinéma, femmes migrantes, femmes sans papier, prostituées, mamas africaines, etc. Et ce qui m'intéressait, c'était de donner à voir ce point de vue blanc bourgeois qui est la norme standard et qui réifie et qui essentialise tout ce qui n'est pas lui, en fait. Donc, j'ai créé des personnages qui étaient un peu des caricatures un peu satiriques, que justement le cinéma n'a pas l'habitude de voir porter justement par des personnes
issus des minorités. Moi, c'était un vrai plaisir, un vrai kiff de jouer voilà, des espèces de personnages qui ont une espèce de notoriété, un espèce de pouvoir, comme des réalisateurs, des directeurs de casting, des maîtres de conférences. Et oui, ça a eu une fonction un peu catharsique aussi dans mon parcours d'artiste aujourd'hui. Et justement, tu es diplômée en danse africaine, en anthropologie, en sociologie et en coopération artistique et internationale. Et tu as co-créé en 2018 le collectif Diasporact. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, je ne suis pas diplômée en danse africaine. En fait, j'ai travaillé en tant qu'artiste de danse africaine, mais j'ai eu une expérience sur le tas. Je suis plutôt diplômée en tant que comédienne et en anthropologie, en sociologie. Et j'ai fait un master de coopération artistique internationale qui m'a dissuadée de travailler dans les institutions culturelles. Et oui, et donc le collectif Diasporact a été créé par 16 actrices noires dont je fais partie. Et on s'est réunis, on s'est retrouvés en fait pour mettre en lumière des stigmatisations auxquelles on était confrontés en tant que comédienne noire, en tant que femme et noire dans le cinéma français, dans l'industrie du film. Donc voilà, c'est un livre qu'on a écrit à plusieurs mains et dans lequel on témoigne de certaines expériences croustillantes, traumatisantes, troublantes, enfin voilà, à plein de niveaux. Ce qui est assez marquant, c'est qu'effectivement, peu importe l'âge, peu importe le physique, peu importe, voilà, il y a des comédiennes qui sont métisses, il y a des comédiennes qui sont plus jeunes, des comédiennes qui sont plus âgées. On est toutes traversées par ces stigmatisations, cette racialisation en fait. Et longtemps, en fait, on m'a reproché d'être un peu parano quand je racontais les expériences que je vivais, mais non. Et puis là, le fait qu'on porte ces témoignages à 16, alors du coup, la parano n'avait plus lieu d'être. Et en fait, le fait qu'on soit aussi invité à Cannes pour une montée des marches pour ce livre, ça a été une expérience politique et historique très forte. Un grand pas. Oui. Merci beaucoup, Sabine. Saint-DX, Aurélien, tes chansons viennent planer jusqu'à nos oreilles au rythme éthéré des synthés. Après plusieurs projets, tu as sorti ton premier album, Way Back Home, ce 26 janvier. Alors, il y a quelque chose d'assez solitaire qui touche à l'introspection dans ta musique, qui est pourtant enrichi de nombreuses collaborations avec des Belges, des Britanniques, des Français. Et tu parles d'évidence au sujet de la façon dont tu aimes à travailler cette musique. Est-ce que tu peux nous expliquer la notion d'évidence quand tu choisis des mélodies ou des paroles ? Quand je commence à composer, j'ai besoin que ça touche. J'ai une sorte d'image comme ça en moi qui serait comme une sorte de tube en cuivre un peu qui résonne, et tant que la mélodie n'a pas résonné exactement comme je le souhaite ou comme quelque chose à l'intérieur de moi, j'arrive pas à m'arrêter ou à finir la chanson. Et ouais. Ouais, il y a une volonté vraiment que ça sonne et résonne bien. Exactement. Juste avant de commencer cette discussion que nous allons avoir tous les cinq, donc avec les 4 invités que je viens de vous présenter, on va écouter un petit titre sur nous. Ce soir, nous allons parler de l'enfance et particulièrement des blessures d'enfance, mais pas que. Et on va commencer par évoquer la base de la base, les premiers souvenirs d'enfance. Quels sont vos premiers souvenirs d'enfance, qu'ils soient très joyeux ou au contraire, et quels que soient les sens par lesquels ça peut passer. Et ça peut être aussi un objet, une chanson. Les chansons souvent peuvent nous rappeler l'enfance aussi. Alors moi, je suis très mauvais à ça parce que figure-toi que j'ai très peu de souvenirs d'enfance. J'ai l'impression d'avoir commencé à exister assez tard. Donc, à quel âge ? Franchement, vers 6 ans. À 20 ans. À 20 ans. Non, à 6 ans. Mais au-delà de ça, j'ai très peu de souvenirs. En vérité, ouais. Je suis allée voir tout à l'heure les explications scientifiques parce que j'avais envie de condenser ça un petit peu. Plot twist, c'est très complexe, donc j'aurais sûrement dit des conneries, donc j'ai préféré ne pas le faire. Mais en gros, ça se joue à la structure du cerveau qui n'est pas encore apte avant un certain âge à construire ce qui est nécessaire pour stocker les souvenirs. Et ce qui fait que du coup, selon les individus, on peut avoir des premiers souvenirs qui arrivent très très tard. Ouais. C'est lié à l'hippocampe. À l'hippocampe. À l'hippocampe, voilà. Okay. Un cerveau d'hippocampe alors.
Toi, Caro, tes premiers souvenirs d'enfance? En fait, là maintenant, je peux t'en citer plein, mais j'ai dû faire un travail pour accéder à ces souvenirs-là. Parce que pendant très longtemps, les seuls souvenirs que j'avais de ma petite enfance et adolescence, c'était des souvenirs plutôt négatifs. Forcément, quand tu vis des violences domestiques, intrafamiliales, notamment parentales, des parents vers les enfants, le cerveau, il a tendance à réagir d'une façon à base de trauma, quoi. Et donc, il y a une tendance à se focaliser sur les choses négatives, la dimension traumatique des événements, surtout s'ils sont répétés sur la longue durée, etc. Ça fait que, voilà, des fois, quand on y repense, on se dit, mais en fait, j'ai aucun souvenir joyeux. Mais le travail que j'ai pu faire, moi, avec mes vidéos en thérapie, même les études que j'ai pu faire, ça m'a fait consciemment m'exercer à me dire, OK, genre, essaye de plonger dans qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui te faisait... T'avais quand même de la joie, il y avait quand même des choses que t'aimais, des choses qui te faisaient rire, et donc d'aller chercher ça. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut faire consciemment, et c'est un exercice qui, pour la plupart des personnes, est assez inconfortable, parce que beaucoup de gens ne veulent pas spécialement se rappeler, en fait. Bien sûr. Donc, Est-ce que vous avez des souvenirs aussi d'enfance, juste des événements marquants, peut-être Moi, j'ai beaucoup de souvenirs aussi. Déjà, je suis née en Côte d'Ivoire, et je suis arrivée en France à l'âge de 4 ans, donc on va dire que c'est tout un monde qui s'écroule, qui change drastiquement. Et donc en Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'il y a pas mal d'odeurs. J'habitais une maison où il y avait des espèces de plantes de citronnelle. Il y avait aussi une usine de cacao qui exhalait des effluves de cacao. Et puis, oui, j'ai plein d'images, de souvenirs de pluies diluviennes. Des fois, j'allais aussi au village. Voilà. Et puis bon, c'est vrai que moi aussi, j'ai vécu des choses assez difficiles très jeune. Puis voilà, j'ai aussi beaucoup de souvenirs de dessins animés et de films. J'avais une fratrie, on passait pas mal de temps à regarder des films, des dessins animés, etc. Donc, mon enfance, elle est vachement autour de la télévision et tout ça. Et puis, moi, j'ai vécu un abandon qui a été assez violent. D'une certaine manière, j'étais un peu déchue de ma classe sociale. J'étais un peu fille de millionnaire qui est tombée en faillite lorsque la France a cassé le prix du bois et du cacao en Côte d'Ivoire. Et notre père, en fait, nous a abandonnés. On était 6 enfants en France. Et moi, j'avais 7 ans, je crois. La dernière fois que j'ai vu mon père, j'avais l'âge de 7 ans. Donc, effectivement, l'enfance est marquée par des événements assez traumatiques et qui ont permis de forger aussi mon identité, ma personnalité aujourd'hui, quoi. Bien sûr. Et est-ce que tu as l'impression de te rappeler le sentiment vivace au moment justement où il se passe tout ça? Est-ce que tu as réussi à évoluer par rapport à ce que tu peux ressentir par rapport à cette période où on demeure avec des choses à vif, forcément? Oui, en fait, oui, c'est extrêmement douloureux. J'ai fait quelques séances chez le psy qui n'ont jamais résolu l'équation du problème, on va dire. Et je ne sais même pas si l'équation est résolvable. De toute façon, quand on a été abandonné par la personne qu'on aimait le plus, en fait, c'est très compliqué, hein. Mais longtemps, ça a été très tabou parce que, la classe sociale d'élite à laquelle j'appartenais, on va dire que le fait d'être pauvre, en fait, de devenir pauvre, en fait, c'est pire qu'une maladie, en fait. Moi, j'ai été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du jour au lendemain. Moi, je regardais des films avec des orphelinats lassis quand j'étais gamine, et puis je me suis retrouvée en foyer. Et longtemps, ça a été très, très, très compliqué de parler de ça. Quand j'étais au lycée, au collège, j'avais vraiment du mal à l'évoquer. Je voulais être la personne la plus normale possible. J'étais aussi en famille d'accueil. Et puis, être un enfant noir dans un environnement totalement blanc aussi, c'est très compliqué. Mais aujourd'hui, j'écris et j'ai envie de porter des récits
devoir représenter des récits que je porte et que je ne vois justement pas écrits, pas représentés. Et ça passe, pour moi, ça passe aussi par mon expérience. Et j'ai envie de pouvoir raconter, de mettre à l'horizontale à la fois des expériences qui sont difficiles, comme des expériences qui sont heureuses. Voilà, de me raconter avec moins de tabous. Et donc, j'arrive en tout cas alors, j'ai jamais eu de difficulté à le dire, en fait. Mais c'est vrai quand même qu'il y avait un endroit de ma personne. C'était compliqué, cette déchéance au niveau statut, d'être transfuge de classe comme ça, déchéance affective, déchéance économique, sociale, culturelle. Ça faisait beaucoup de choses, en fait. Il y a eu une brisure, en fait, qui t'a marqué. Oui, oui. Et puis bon, après, c'est vrai que j'avais ma fratrie qui a été... fort heureusement que j'avais mes frères et sœurs, mes sœurs autour de moi lorsque ces choses sont arrivées. Et enfin voilà, elles ont forgé en fait l'environnement familial qui faisait défaut à ce moment-là et jusqu'aujourd'hui. Carolina, on va y revenir après. Peut-être que tu pourras nous expliquer un peu tout ce qui touche justement aux blessures d'enfance. C'est quelque chose que tu as abordé dans un TED Talk, dans un TEDx. Je ne sais pas si tu t'en souviens avec exactitude, mais il avait fait pas mal de bruit. Tout d'abord, Sabine, peut-être que ça va te faire plaisir. Une chanson issue d'un dessin animé qui est beaucoup revenu quand je cherchais les musiques qui évoquent l'enfance. C'est Hélène Ségara qui chantait pour Anastasia, Loin du froid de décembre sur nous. Avec Anna Toumazov. Et bienvenue si vous nous rejoignez dans Tunnel. Ce soir, nous parlons de l'enfance et plus particulièrement des blessures d'enfance, mais pas que. Avec mes invités, la carologie, Alien, Sabine Pacora et Saint-DX. Et Carolina, tu avais eu l'occasion, j'imagine que tu avais été contactée en plus parce que tes vidéos attenantes à tous ces sujets avaient été vues. Et tu as pu faire un TEDx, donc un speech sur la question des blessures d'enfance. Ça a été théorisé, en fait. On en a dénombré 5. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors, avant de les expliciter, je voudrais juste préciser que la grille qu'on a posée pour analyser ce genre de choses, il y en a des centaines, des milliers. Il y a des façons scientifiques de le faire, des façons non scientifiques, mais ça, c'est une grille parmi d'autres, je pense. Et moi, c'est une des premières à laquelle j'avais accès. Donc, on ne peut pas parler vraiment de théorie parce que c'est une femme, en gros, qui... Alors, je dois quand même le préciser au cas où. Aujourd'hui, elle est accusée de dérive sectaire et il y a plein de gens qui sont venus me dire... Enfin, j'ai YouTube qui est venu faire sauter ma vidéo pour dire contenu dangereux. Alors qu'en soi, il n'y a rien de dangereux dedans, mais c'est vrai que... Comme dans tous les trucs spirituels, New Age, etc., il y a des personnes parfois qui peuvent utiliser ces principes pour en faire des trucs un peu bizarres. Bref, ceci étant dit, du coup, dans ce livre, c'est la première fois que j'avais accès à un récit qui expliquait en gros que des choses qu'on ressent en étant adulte pouvaient être expliquées par des réactions passées, en fait. Et cette autrice explique ça en 5 grandes catégories d'émotions humaines communes qu'on ressent tous à plus ou moins fort degré. Ces émotions sont le sentiment d'abandon, le sentiment d'injustice, le sentiment d'humiliation, le sentiment de trahison et le sentiment de colère, je crois que c'est ça. Colère, abandon, justice, humiliation, c'est ça, hein ? Rejet, voilà, pardon, pas colère, rejet. Donc, abandon, humiliation, injustice, trahison, rejet. Des choses que tout le monde a déjà ressenties dans sa vie. Et donc, l'autrice explique que, en fonction de l'ordre dans lequel tu as vécu ces sentiments pour la première fois et l'intensité, tu vas développer un certain type de personnalité, une certaine manière de penser, une certaine façon d'interagir avec autrui. Aujourd'hui, je suis plus du tout d'accord avec ce qu'on appelle un idéal type, avec les idéaux types qu'elle a dressés en disant la personne qui a la blessure d'abandon, elle est comme ça, elle ressemble à ça, son physique est comme ça, la personne qui a la blessure de trahison, elle est comme ça, elle ressemble à ça, son physique est comme ça. Je suis plus d'accord en fait avec cette vision, mais l'idée que les émotions sont à la base de tout, d'énormément de choses et aussi des fonctionnements sociaux, ça m'a marqué et ça m'a permis de mettre un pied déjà dans... En fait, les êtres humains, c'est plus compliqué que juste des cerveaux qui pensent et des bouches qui parlent. C'est aussi des choses qui ressentent et qu'on a plus ou moins conscience de ça. Voilà. Mais surtout qu'en plus, si on suit cette
cette théorie, ça voudrait dire que des personnes qui auraient grandi dans la même famille avec le même contexte et le même comportement des parents devraient du coup avoir le même type de personnalité à l'âge adulte. Alors, c'est pas un déterminisme dans le sens où les êtres humains, on n'est pas des machines, on n'est pas des objets, donc c'est pas, la société n'est pas une usine qui produit des éléments identiques. Par contre, elle cherche à fonctionner de cette manière-là. C'est-à-dire, justement, on n'est pas ça, mais le système entier fonctionne comme si c'était le cas. Hein. Je veux pas, voilà, toutes les discriminations sociales le montrent. On traite les gens comme des ressources exploitables. Et donc, on ne peut pas parler des relations humaines de la même manière, en tout cas en termes de fabrique d'usine. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle la socialisation, qui est juste un processus d'imitation, entre guillemets. Mais ce n'est pas vraiment de l'imitation. Peut-être que tu me corrigeras pour mieux l'expliquer. Mais en gros, la socialisation, c'est juste le fait de reproduire des comportements par observation. Si maintenant, là, moi, je vais au Québec pendant 2 semaines, je vais peut-être revenir avec un peu un accent québécois. Ça, c'est de la socialisation. C'est parce que j'ai, par contagion sociale, été imprégnée. Et c'est pareil avec les comportements et les relations, en fait. Bien sûr que si tu nais dans un foyer maltraitant, il y a plus de chances que tu le deviennes. Or, la majorité des personnes qui ont été maltraitées ne deviennent pas maltraitantes, mais celles qui le sont l'ont forcément été, en tout cas selon moi. Voilà. Très intéressant. C'est des théories que vous aviez déjà entendues. Aurélien, je me tourne vers toi à ma droite. Non, pas du tout. Tu n'avais jamais entendu Je ne parler suis pas penché dessus, non. Mais non. Sabine ? Oui, plus ou moins en psychologie, un peu en sociologie. Est-ce que vous pensez que justement on est totalement au-delà même des blessures? Est-ce que vous pensez qu'on est défini par la façon dont on vit notre enfance? Bah, oui, Ouais. oui et non, mais pas seulement. Je pense qu'on est traversé et constitué par tellement de choses, par des choses effectivement qui sont dans l'enfance, par le présent, par les rencontres, par, enfin, je sais pas, ce qui nous fait vibrer, enfin. Je sais pas si on peut dire qu'il y a une chose comme ça qui nous constitue et nous définit, mais c'est vrai qu'effectivement, ce qui se passe dans l'enfance a une incidence assez importante. Si je peux juste rebondir, j'aime bien l'image de la plante ou de l'arbre, en fait, pour parler de ça. Nous ne sommes pas des végétaux, mais ce sont des êtres vivants quand même. Moi, j'aime bien utiliser l'image de... Vous avez déjà vu ces pastèques qui sont carrés? Je ne sais plus dans quel pays ils faisaient ça à un moment. Ils faisaient pousser des pastèques. Voilà. En gros, si tu fais pousser une pastèque dans un Tupperware carré, il va devenir carré. Ah ouais? La et la taille va se limiter aussi. La pastèque va devenir carrée, tu vois. Okay. Donc, alors, on n'est pas des pastèques, on est bien d'accord. Ouais. Mais c'était juste l'image pour parler de... là où on est contenu va nous former. Mais c'est pas rigide. Tu peux prendre par exemple l'image d'un arbre, tu vois, genre si tu veux faire pousser un arbre dans ton jardin et qu'au moment où il commence à être un jeune arbre, tu lui mets des coups, il y a du vent, tu lui mets des pesticides et tout, bah, il va avoir du mal à pousser, ça va être difficile. Ça ne veut pas dire que ça va être un arbre foutu, pas du tout. Peut-être ça va juste un arbre différent, mais dans une société qui ne tolère pas ces différences-là, ça va être un arbre qui souffre beaucoup. Désolée pour cette image, mais c'est pour l'illustration. Alors que si tu le laisses pousser avec tout ce qu'il faut, le cadre, le bon climat, tous les soins qu'il mérite, et tu as plus de chances qu'il porte des fruits plus vite, plus juteux, tout ça quoi. Je sais pas si mon image était parlante. J'ai pris quelques photos d'arbres récemment où tu vois les racines qui sortent du bitume, qui sortent même de... il y a des barrières en métal et les racines et les troncs se fondent dans le métal et essaient de s'échapper en fait. Ouais. Mais c'est toujours hyper intéressant d'ailleurs la réappropriation végétale des espaces comme ça, urbains surtout, avec les fissures, tout ça, c'est toujours... Je sais, Aliane, que tu es du coup sur la question des intempéries. Oui. Est-ce que cette image d'arbre, ça te parlait? Ouais, ça me parle et ça me fait penser à un truc que j'avais lu qui disait que, enfin c'est une expérience scientifique, ils avaient fait un truc où en gros ils avaient fait pousser une plante et en fait les scientifiques ils avaient soit ils lui parlaient mal, ils l'insultaient, la plante, ils lui disaient des injures et tout. Et il y avait une autre plante à qui il parlait très bien. Il lui faisait des compliments. T'es belle, t'es superbe aujourd'hui. Et il y en a une des deux qui poussait plus vite. C'était celle à qui on parlait bien. Donc oui, pour répondre à la question du contexte et de l'environnement, bien sûr, ça influe sur qui on est. On est des éponges. Après, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on se construit toute notre vie. Mais je pense que tout comme l'apprentissage est plus facile quand on est enfant, je pense qu'il y a tout un tas de choses qui se jouent. Et si on a des carences...
Ouais, c'est sûr. Bah, moi, par exemple, justement, je voulais rebondir sur ce que tu disais, Carolina, c'est ça. Moi, enfin voilà, moi j'ai été à la fois dans un environnement extrêmement privilégié, d'élite, et après j'ai été dans un environnement particulièrement défavorisé. Et dans cet environnement défavorisé, c'était très compliqué, hein. J'étais avec une de mes grandes sœurs. Et voilà, malgré tout, nous, on a quand même pu poursuivre nos études. On est les deux seuls à avoir une autre bac. Ma sœur, elle est devenue ingénieure en agronomie tropicale. Elle a fait des études de sciences. Moi, j'ai fait des études d'art. Et l'environnement n'a absolument pas du tout déterminé, empêché nos projections et nos rêves et le fait de poursuivre nos études, en fait. Donc, c'est vrai que tout dépend aussi de tout ce qui nous a construit au départ, de tout ce qui nous a... Enfin, voilà, je sais pas si, en fait... Il n'y a pas eu de déterminisme, à ton sens Bah, c'était compliqué, hein. Ouais. Enfin, voilà, c'était compliqué de poursuivre nos études dans cet environnement-là, mais ça nous a pas empêché d'étudier. Bon, on est peut-être les seuls à avoir une autre bac dans le foyer où on était, mais on l'a eu, quoi. Et ça nous a pas empêché, quoi. On va reprendre cette discussion. Je pense que ce serait intéressant d'aller justement parler peut-être de résilience. Mais juste avant ça, on va écouter sur Move Ludacris et Mary J. Blige, Runaway Love. Et merci d'être avec nous dans Tunnel ce soir avec Sabine Pacora, Sainte DX, La Carologie et Alien. Et j'aurais aimé, suite aux discussions que nous avons pu avoir justement sur est-ce que ce qu'on peut vivre dans l'enfance nous détermine complètement, ce que vous pensez de ces discours et de cette philosophie qu'on entend très souvent de la résilience, qui consiste à dire que de toute façon, ce qui ne nous tue pas rend plus fort. Parfois poussé à un extrême, en tout cas ça à mon sens et ça n'engage que moi, où on a l'impression que il faut presque se féliciter du fait d'avoir vécu des épreuves. Ça c'est quelque chose personnellement qui peut me mettre parfois mal à l'aise. Voilà. Oui. Non, mais je pense qu'il y a du vrai dans ce qui tue pas rend plus fort. Après... Est-ce que tu es à l'aise toi avec cette phrase? Et tu vois, genre je sais pas, j'en sais rien, même à nos âges, du coup, genre tu vis un deuil ou une rupture, tu vas te dire ouais mais c'est pas grave parce que je vais être plus fort après. Enfin tu vois, ça me semble un peu... Ouais, je crois surtout c'est ce genre d'épreuves, les deuils, les ruptures, etc., les événements un peu tragiques et les épreuves, c'est des moments qui te poussent dans tes retranchements et du coup à te connaître mieux toi-même. T'en apprends sur toi. Moi, c'est surtout ça. Je sais pas si ça te rend plus fort, mais en tout cas, ça te fait te connaître mieux et tu sais que tu peux réagir à certaines situations et tu connais ta manière d'y réagir aussi. Donc, en vérité, ça peut se reproduire et tu sauras quel logiciel, enfin, tu vois, quelle stratégie mettre en place pour y faire face. C'est plutôt ça qui... À condition que tu aies conscience de ça. C'est-à-dire, oui, tu... Dans le sens où tu peux vivre trauma sur trauma et être dans un tel comment dire, bain de violence que si tu n'as pas les ressources à ce moment-là ou l'espace ou les outils qui te permettent de prendre un pas de recul et dire ok, je vis tout ça pour ça, il faut que quelqu'un puisse nous mener à ça, tu vois ce que je veux dire? Parce que tout seul, c'est dur de se dire, surtout quand tu es jeune. Ouais, voilà, je pense tu peux pas rationaliser le truc, tu vois. Bien sûr, ouais, non, clairement, c'est une question aussi de maturité peut-être. Parce que quand on n'a pas conscience juste ce que ça fait, ça traumatise. Ouais, clairement. Sainte DX, à ma droite, est-ce que toi, tu utilises juste... est-ce que ça t'arrive de te replonger dans des moments du passé qui t'ont fait de la peine en te disant, là, c'est pas mon humeur du moment, mais peut-être que je vais pouvoir tirer une chanson de ça et je vais repartir et exploiter cette émotion? Non, mais parce que je vis avec avec mon enfance. Déjà, moi, j'essaie déjà de vivre avec ça et je dirais pas de combattre, mais de régler plein de choses qui sont liées aussi à... J'ai eu une enfance assez heureuse et j'ai été entouré de beaucoup d'amour. Mais j'ai vécu des petits événements comme ça à droite à gauche qui font que j'ai un caractère qui peut être aussi assez instable. Et le fait justement de suivre une thérapie depuis 3 ans, ça m'aide aussi vraiment
à me comprendre, à pas refaire des erreurs que j'avais tendance à faire, ou c'est un schéma que j'avais l'impression de... En fait, j'avais l'impression que c'était moi, ces choses-là. Ces choses qui me rendaient malheureux ou qui faisaient de la peine aux autres. J'ai l'impression que je pouvais rien y faire parce que c'était ce que j'étais. Et c'était comme ça. Et je me rends compte que ça vient d'autres endroits et que je peux en fait justement y avoir accès. Alors ça prend du temps, mais quand on a accès justement à ces endroits-là, on peut... Il y a une sorte d'exorcisme en fait. On peut exorciser en fait ces moments-là. Et en fait, oui, c'est assez fou ce parcours qu'on peut avoir de... comment dire, de réussir à régler certaines choses. Par une exploration qui passe par... Ouais. Ouais. Et donc du coup, oui, le fait de me mettre au piano ou de... Souvent, c'est des émotions qui sont instantanées, mais qui viennent aussi de plus loin. Et du coup, toi, par exemple, ça c'est vraiment... on s'éloigne un peu du sujet, mais c'est vraiment de la curiosité. Si tu as un élan justement d'inspiration qui te vient suite à une émotion, est-ce que tu vas plus instinctivement composer un air de musique, par exemple au piano, ou ça va plus être des paroles qui vont te venir? Non, c'est beaucoup de l'harmonie et des mélodies au départ. Et je mets surtout de... Souvent, ça m'arrive de pleurer devant mon micro ou d'être assez bouleversé. Et il va y avoir comme ça quelques mots qui vont venir, et après, je vais construire des paroles. Je vais accoler en fait des paroles à ce mot que j'ai trouvé fort, par exemple. Et donc, ça va être avant tout plutôt c'est ça. Mélodique. Aliane, toi, au niveau du processus créatif, tu peux aussi... est-ce que tu es plus méthodique à te dire, OK, tel jour, je dois travailler pendant tant de temps et je vais aller chercher des émotions peut-être à ce moment-là, ou plus ce côté instinctif, quelque chose vient me submerger, je vais créer à partir de ça? Ouais, je suis complètement dans l'instinct. En fait, pour moi, c'est un journal intime, en gros. Mon album, c'est un journal intime, et j'aime bien quand c'est spontané, c'est pas réfléchi, parce que du coup, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus vrai. J'aime pas trop construire des chansons en me disant il faut que je parle de ci, il faut que je parle de ça. Du coup, je laisse les choses venir. Et je crois que c'est là qu'on est le plus vrai, en fait. Quand on réfléchit pas et qu'on laisse les choses parler d'elles-mêmes. Tout de suite sur Move, on va écouter un classique, puis son sample, qui est aussi une musique qui peut-être nous rappellera plein de choses. C'est tout d'abord Mistral gagnant sur Move de Renaud. Il est 20h sur Move, nous sommes à la moitié de ce tunnel. Bienvenue si vous nous rejoignez. Ce soir, nous parlons très globalement de l'enfance, des blessures d'enfance, mais aussi de la mémoire, de la résilience, enfin de tout ça, des cycles en tout cas qui font nos vies. Et j'avais envie de parler avec vous d'un sujet. On parlait justement, juste avant, Aurélien Saint-Délix, du fait d'aller en thérapie. Il y a une forme de thérapie qui existe, c'est une branche qui s'appelle la psychogénéalogie, qui vient en fait étudier ta psychologie à l'aune de la construction familiale. Donc moi, par exemple, quand j'étais plus jeune, je suis allée chez une psy tout à fait normale que je voyais déjà par ailleurs. Et on a fait en fait une psychothérapie liée à ma famille pour comprendre plein de trucs. Et donc, en fait, j'avais dû prendre mon arbre généalogique je crois que c'était jusqu'à mes arrière-grands-parents, enfin jusqu'à leur, ou même arrière-arrière-arrière. Donc j'avais dû m'aider de mes grands-mères, de leurs souvenirs, etc. Et en fait, tu dois regarder les trucs très marquants qui se passent dans ton arbre généalogique pour voir ce qui vient se reproduire, etc. Et pour voir si en fait il y a des mécanismes, des cycles, des boucles qui se recréent tout le temps. Et la question se pose évidemment à ce titre tu l'as un peu survolé tout à l'heure, Carolina, de la répercussion en fait des violences physiques, psychologiques, etc. Toi, par exemple, j'ai pu voir une vidéo sur YouTube où tu expliques très clairement que tu as grandi dans la crainte par rapport à ton père. Comment est-ce qu'on vient rompre un mécanisme comme ça ? Si des personnes sont concernées, qui nous écoutent et qui font face peut-être parfois à ce truc à l'âge adulte, tu sais, où tu sors du déni et tu te rends compte qu'il y a des choses qui te sont arrivées, etc. Et c'est difficile de faire face. Comment on peut essayer d'aller de l'avant ? Alors, est-ce que tu peux juste reformuler la question ? C'était la question la plus longue du monde, c'était un tunnel en soi. Je vais faire des podcasts avec juste mes questions, ça durera 1h30. Non, comment est-ce qu'on passe outre en fait des choses compliquées avec lesquelles on a grandi ? Ok. En fait, je crois que c'est un travail
désolée, ça va être un peu déprimant ce que je vais dire, mais je pense que c'est un peu un travail perpétuel. Non pas que tu es condamné ou qu'il y ait à nouveau... moi, je suis contre toute forme de déterminisme, j'y crois pas du tout. Mais par contre, on peut pas nier juste les grandes tendances qui sont autour de nous. Et je pense que forcément, quand tu as le vécu que j'ai pu avoir ou d'autres enfants, c'est un peu... En fait, si tu veux, dès que tu fermes une porte, on ouvre une autre, en fait. C'est pour ça que d'ailleurs, beaucoup de gens n'aiment pas l'idée d'aller voir un psy parce qu'ils se disent non, ça sert à rien, j'y vais. Et puis en fait, à chaque fois, j'ai un nouveau problème. Oui, parce qu'en fait, c'est comme quand tu te politises et que tu essayes de comprendre un peu la société qui t'entoure. Tu comprends pas les choses du jour au lendemain parce que tu as découvert l'existence de le sexisme. Non, je peux te demander même à toi. Il y a un monde entre la première fois que tu as réalisé que le sexisme existait et là où tu en es maintenant. Et là où tu en es maintenant, tu découvres encore certaines choses où tu te dis, mais du coup, il y a non, mais ça. Et c'est pareil en fait avec la maltraitance. Pour moi, c'est pas non plus d'en faire une obsession, je n'ai pas envie de parler que de ça. D'ailleurs, quand je vais voir des psys, je ne suis pas tout le temps en train de parler de mes traumatismes d'enfance. Mais par contre, quand tu as vécu 20 piges dans ça, c'est un peu toute ta vie qui est régie par ça. Donc, c'est un peu tout le temps que tu y penses. Donc, c'est un peu tout qui t'y ramène. Et le fait d'ouvrir les yeux sur ça, c'est pénible parce qu'après, les refermer, c'est dur. De la même manière, je parlais de sexisme tout à l'heure, mais ça peut être n'importe quoi. De la même manière que, je sais pas, moi, par exemple, j'ai une amie... à Genève, elle m'a parlé du jour où elle a compris qu'elle était noire. Elle a compris ça, genre à 17 ans, tu vois. Et genre, elle le savait, elle avait vécu du racisme, c'était dans sa chair. C'est pas qu'elle a commencé à vivre du racisme à 17 ans, mais juste, elle a ouvert les yeux à ce moment-là. Et ça l'avait déprimée de commencer à voir ça partout. Bref, donc tout ça pour dire que je crois qu'il y a juste des moments où... Des fois, on a besoin d'aller, tu sais, un peu comme quand tu dois vider... quelle image je pourrais prendre? Genre déboucher un évier, tu vois? Ouais. Tu dis, bon, allez, je vais mettre les dois aller gants, au fond du truc, bien je vais sûr. mettre le masque et je vais mettre les doigts dedans. Mais il y a des moments où, en fait, t'as pas besoin d'y être tout le temps, tu vois? Et c'est, je pense, plus une question de quand est-ce que je suis prête à faire ce travail, quand est-ce que j'ai besoin de me foutre la paix et de garder en tête que ce sera un travail probablement d'une vie. Mais pas nécessairement continu, quoi. Sabine, comment est-ce on gère l'idée d'en vouloir potentiellement à des gens de notre famille? Le problème, c'est que moi, j'en veux pas. Et c'est peut-être... C'est justement la question, ouais. J'ai mal formulé. Non, mais c'est peut-être ça le problème. Enfin, je sais pas, j'ai vu quelques psys par rapport à mon histoire un peu compliquée. Et c'est vrai que justement... peut-être que la colère, elle se retourne plutôt contre soi-même et qu'on a du mal à responsabiliser la personne en fait qui est. Donc c'est un peu compliqué. Moi, j'ai jamais eu de colère par rapport à ce que j'ai pu vivre et le souci aussi, c'est que quand cette situation, ce traumatisme est arrivé, c'était un peu compliqué pour nous parce qu'on pouvait rien exprimer. En fait, il y avait comme une espèce de chape de plomb où il y avait pas de porte qui nous permettait d'exprimer ce qu'on ressentait. Donc, il y a eu un truc un peu d'étouffement. Et j'avoue que non, moi je ressens pas de colère en fait. Et quand tu parles de difficulté à parler, c'est parce qu'il y avait un contexte qui faisait que la famille était éclatée, etc. Ou c'était juste que vous faites partie de ces familles où c'est très compliqué de parler frontalement des choses? Alors du coup, moi, ma famille, je suis arrivée en France à l'âge de 4 ans pour rejoindre ma fratrie dans des écoles privées. Donc mon père nous accompagnait et repartait et on le voyait pendant les vacances. Vous n'avez pas déménagé en famille en fait? Non. Tu allais dans des pensionnats en fait? Ouais, okay. J'ai vécu en pensionnat depuis que je suis arrivée en France jusqu'à le placement en famille d'accueil puis en foyer. Et du coup, il y avait le pensionnat suivait son cours en fait. Les autres gamins étaient là et nous, on était là avec... voyez, l'abandon dont on était victime, mais aussi, on était aussi placés avec des gamins, des richards, quoi. Donc, d'une part, on n'avait pas trop envie de parler de nos malheurs, parce que il y avait quelque chose de tabou, il y avait quelque chose aussi qui nous rendait un peu des victimes. On est quand même issus d'un milieu très élitiste, avec une très haute idée de soi.
Et quand tu es frappé par ce genre de choses, abandonné, déchu de ta condition économique, c'est compliqué, quoi. Mais c'est vrai que là, on n'avait pas de soutien aussi, Ouais. parce qu'il y avait d'autres gamins qui étaient là, qui connaissaient aussi notre père, et qui se réjouissaient même du fait que notre père était tombé en faillite, parce que notre père avait un peu plus d'argent que le leur, etc. Et au jour d'aujourd'hui, par exemple, je sais que... Bon, moi, j'en parle parce que j'écris aussi autour de ça. Moi, c'est aussi un peu ma catharsis. Pas que j'ai besoin de me guérir par rapport à ça, mais c'est des récits sur ma propre expérience. Et mon expérience, elle tourne aussi autour de là-dessus, pas que ça. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais été amenée à prendre la parole sur TV5 et j'avais raconté ça. Je sais que j'ai ma grande sœur qui vit en Côte d'Ivoire, qui m'a dit non, mais ne dis pas ça et tout. Je dis, mais écoute, moi, j'ai pas à rougir de ça, quoi. C'est pas de notre faute, en fait. C'est pas... Moi, j'ai vécu ça, comme j'ai vécu aussi le fait d'être placée dans des écoles privées avec des gros richards. Et puis, voilà, comme je suis aussi comédienne, comme je suis aussi... c'est une information comme... Voilà, mais je sais que ma sœur, en fait, elle gardait encore le tabou et de vouloir aussi véhiculer l'image d'une Richarde qu'elle est plus. Voilà, quoi. Ouais, t'es pas débarrassée de la honte, en fait. Ben non. Mais c'est hyper intéressant ce que tu as dit, parce que là, on parle beaucoup des maux qui sont occasionnés par la famille. Mais il y a aussi un truc, on parlait tout à l'heure en off de comportements qui s'apparentent à du harcèlement dans certaines industries. Les gosses, entre eux, peuvent être trash aussi. Il peut y avoir des traumatismes qui viennent de l'école. Enfin, notamment, d'ailleurs, moi, je parle de mon regard de fille. Moi, je sais que j'étais très étrange enfant, donc... Je ne peux même pas dire que c'était du harcèlement parce que juste personne ne me parlait. Mais les garçons, entre eux, ça avait l'air dur. Enfin, je ne sais pas si vous avez vécu ou assisté à des choses, mais... Ouais, moi, j'ai très très mal vécu toute cette période du collège et tout. Et le collège, c'est très dur. Ouais, vraiment... Excuse-moi, juste en France, collège, c'est de quel âge à quel âge c'est de... 11 à 15. Ouais, c'est ça. Okay. 11, 15, 11, 16. Mais... Ouais, non, c'était pas évident. Et quand je repense à cette période... En fait, c'est marrant parce que j'ai croisé un ami que j'avais pas vu depuis quasiment ces périodes-là et qui était mon meilleur ami à l'époque. Et je l'ai recroisé pour prendre un verre avec lui il y a quelques mois. Et il s'est excusé, en fait, de cette période. C'était super fort, cette rencontre, parce que je rentrais chez moi tous les soirs et j'étais hyper déprimé. Je me regardais dans la glace, je me trouvais, comme beaucoup d'ados... surchum, je me détestais à cette époque-là et j'ai vraiment mal vécu. Bref. Et donc cet ami, on a pu en parler et ça a été une expérience hyper forte de mettre des mots dessus. En fait, il s'est excusé. Il me disait, mais je me suis rendu compte plusieurs années après que ce qui s'était passé n'était pas OK. Et non, c'était assez fort. Et lui-même, d'ailleurs, dans ce qu'il racontait, il avait bien vécu cette période-là, parce que souvent, ceux qui harcelaient, c'était parce qu'ils avaient hyper peur d'eux-mêmes être harcelés. Non, pas vraiment, justement, parce on suivait des plus grands qui étaient plus impressionnants que nous, et puis on avait envie de leur plaire, on avait envie d'être amis avec ces personnes qui étaient extrêmement charismatiques, et lui, en fait, du coup, pour garder, en fait, cette amitié avec eux, forcément, se comportait plutôt mal. Mais je m'en suis rendu compte après que c'était difficile. C'est très, très compliqué. Enfin, je sais que autour de la table, on a très souvent... parce qu'en plus, évidemment, que les personnes qui viennent après au milieu artistique et tout, c'est très souvent des personnes qui ont grandi en étant un peu atypiques, etc. Ouais, donc, extra sensibles, en fait. C'est ça, et la sensibilité, c'est de la vulnérabilité. Exactement. Ça passe pour de la faiblesse. Et du coup, c'est des... Ouais. Mais c'est... Dans la société est régie, il y a un bully dans la société. Enfin, je veux dire, ce comportement bully est encore, je trouve, extrêmement... en fait, valorisé. Il y a quelque chose où on valorise ça. Mais c'est la colonne vertébrale de la majorité des interactions. Ouais, en fait, ça fait rire, ça fait... Ouais, c'est vrai. C'est exploiter quelqu'un, en gros. Puis tu vas trouver ça drôle, ou alors tu vas pas trouver ça drôle, mais t'as pas envie d'être la seule personne à sortir du groupe, à sortir du rang, pour dire non, c'est pas drôle, parce que tu sais que tu vas être la cible après. Et c'est des mécanismes qui, effectivement... moi, parmi tous les témoignages en fait, que j'ai pu avoir autour de cette table depuis le début d'année, on voit qu'il y a une exacerbation au moment du collège. Donc au moment où tu as l'impression que tu vas devenir un mini-adulte, mais tu es encore...
et puis où il y a des écarts énormes entre les gens. Mais effectivement, c'est des comportements qu'on retrouve à l'âge adulte. On le voit sur les réseaux sociaux, et on le voit dans la vie physique. Ils sont reproduits. Hein. Moi, pour travailler avec des enfants de 7 ans, moi, je le vois, ça me saute aux yeux. Et t'as l'impression que ça naît de quoi ? Je suis pas dans leur vie et je peux pas deviner exactement où est-ce qu'ils voient, où est-ce qu'ils reproduisent, de qui. Mais par contre, moi, je prends souvent l'image de la langue pour l'illustrer parce que on peut le constater. Par exemple, tu vois, genre juste quand tu regardes comme le vocabulaire d'un enfant, il revient avec certains mots, tu te dis ah, je sais qu'est-ce qu'il a regardé, je sais avec qui il a été pour qu'il apprenne ce mot. Mais c'est pareil avec en fait les gestes et avec la façon d'interagir. Genre il y a des enfants, je le vois que parfois il y a certains événements qui se passent et ils vont changer de comportement. Et en fait, c'est juste le fameux la violence engendre de la violence. Mais oui, c'est un peu bateau, mais c'est la vérité. Et à mon avis, sans être intrusif dans la vie de ces enfants, moi personnellement, quand je vois un enfant qui ne respecte pas les règles ou qui se montre agressif, mais la plupart du temps, ces enfants-là sont extrêmement sensibles. Genre, c'est rare d'avoir un gamin qui juste est très, très, très perturbateur et froid, tu sais, et genre manipulateur et tout. Ça, c'est un fantasme que les adultes ont sur l'enfance. Et je pense qu'ils l'ont sur eux-mêmes. Genre, tu sais, ils intériorisent le truc de les enfants sont malveillants, comme un peu pour se convaincre de dire ce que j'ai vécu, c'était justifié parce que j'étais un enfant merdique. Tu vois ce que je veux dire ? Puis quand tu regardes vraiment le comportement des gamins, je comprends pas comment quelqu'un peut vraiment regarder un gosse de 7 ans et se dire mais quelle petite merde, quoi. Et il y a des adultes qui pensent ça. Moi, systématiquement, je me dis mais qu'est-ce qu'il doit vivre ? Quel mal-être il doit avoir pour avoir besoin de faire mal. La plupart, enfin je veux dire le besoin naturel, j'ai l'impression, sans trop généraliser, mais j'ai quand même l'impression que la majorité des gens, ce qu'on veut, c'est quand même s'amuser, avoir des bons liens, se sentir en sécurité. Bien sûr, la vie n'est pas que ça, mais c'est ce à quoi on tend consciemment, tu vois. Mais tu vois des enfants qui sont dans une violence physique extrême dès l'âge de 7 ans ? Extrême. Qui frappent et tout ? Oui. Ou c'est juste ils se jettent des trucs Ah oui, mais qui se frappe. Moi, j'ai dû gérer une situation bien plus grave que ça. Moi, j'ai un gamin qui en a poussé une autre sur la route. Oh, waouh. Donc, ouais, non, il y a des trucs, ça va pas du tout. Et en fait, tu vois que quand ça arrive, c'est vraiment des explosions émotionnelles. Ils sentent justement trahison, injustice, abandon, ce que tu veux, rejet. Mais chez eux, c'est tellement violent. Ça bouillonne. Et justement, je pense qu'on vit dans une société qui pense que les émotions, c'est forcément immature. Tu sais ? Genre, en gros, nous, adultes, on tolère les émotions dans un stade de foot. Ouais. On peut hurler et puis péter un câble ou dans une boîte de nuit. Ou dans une boîte de nuit quand on a bu, justement, et puis qu'on est complètement ivre. Ah, ouais, j'étais bourré. Ah, mais c'était l'euphorie. Mais en fait, on vit tous des émotions très fortes tout le temps. Hein. C'est juste qu'on intériorise le fait de les canaliser. Puis les enfants, eux, en fait, elles explosent. Et puis notre job, c'est de canaliser. Bref, tout ça pour dire que du coup, quand je vois des comportements comme ça, je me dis, il y a forcément des émotions derrière qui sont douloureuses et qui doivent venir de quelque part, qui ne sont pas tombées du ciel, en fait. Et des fois, eux-mêmes ne peuvent pas forcément en avoir conscience. Tu parlais de la mémoire au début. Quand tu as 7 ans, tu as 2 ans de mémoire dans ta tête, mais ce que tu as vécu entre tes 0 et 5, ça t'a sûrement déjà marqué. Et toi, tu ne peux pas le verbaliser. Et ça représente un énorme pourcentage de ta vie. Donc ça, c'est compliqué. Très, très vaste. Aliane, toi, tu as des souvenirs de cette espèce de bouillonnement que représentait le collège, ou même avant, ou même après ? Oui, je m'en rappelle. Moi, j'ai souvenir de cette époque. C'était une époque que j'ai trouvée très violente, en fait. Parce que, pour tout un tas de raisons. Alors après, quand tu es un garçon aussi, tu sais, tu as cette injonction... Enfin, après, moi, c'était quand même il y a 10 ans, tu vois. Et on était quand même... Attends, t'étais au collège il y a 10 ans ? Non, j'étais il y a 15 ans. Il y a 15 ans au collège. J'étais en train de bugger là. Tu voulais dire l'injonction. J'ai vu vos bios. Tu voulais dire l'injonction à la violence. Ouais. En fait, quand t'es un garçon, enfin là où j'ai grandi dans le sud et tout, il fallait se bagarrer, fallait pas se laisser mal parler. Ouais. Tous ces trucs de bully un petit peu, c'était vachement moins conscientisé à l'époque. Et c'est vrai que t'as les effets de bande, les effets de meute en fait. Et les meutes, elles ont toujours tendance à choisir un souffre-douleur. Et en fait, toi, tu te retrouves embarqué dans une logique comme ça où tu n'as pas envie de te retrouver... comme tu disais tout à l'heure, tu n'as pas envie que ça tombe sur toi. Donc, tu vas aussi aller dans un truc, bref. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était une période vachement violente. Et la violence, ça fait que monter en intensité, en fait, que ce soit la violence physique ou violence psychologique. Même entre amis. J'ai une bande d'amis que j'ai depuis très longtemps. Et on a été une bande de mecs où on est 12 mecs. Enfin, bref. Et on se connaît depuis qu'on est tout petit, mais même entre nous, tu as eu une période de nos vies où c'était très, très, très dur
On était très méchants les uns envers les autres, en fait. Et puis, il n'y avait pas un souffre-douleur, tu vois, mais ça tournait. Et donc, c'est vraiment des relations très toxiques. Je peux te poser une question? Ouais. Enfin, j'ai le droit de lui poser une question. Bien sûr. Moi, ça me fait penser. Pendant 4 ans, j'étais dans un couple hétéro et du coup, la personne avec qui j'étais, je passais beaucoup de temps avec son groupe d'amis et c'était un grand entre-soi masculin, un peu le type de voilà que tu décris. Et ça m'est déjà arrivé de me retrouver avec ce groupe d'amis et par hasard, un peu comme ça, genre d'être la confidente un peu et genre qu'on me mette un peu entre les mains une méga dinguerie, genre je sais pas moi, ça peut être quelque chose mais vraiment que n'importe qui trouverait hardcore, tu vois, genre tu fais un deuil ou t'es avec une tromperie ou enfin des trucs, tu vois, qui marquent tout le monde. Et puis on me le pose à moi et je me dis mais t'en as parlé à... Et du coup je parle de mon ex, je dis t'en as parlé à ton meilleur pote parce que moi je suis la meuf de ton meilleur pote. Non. Ça fait combien de temps? 1 an et demi. Et puis du coup moi qui retourne vers mon ex et qui lui dit t'es au courant, ton frérot là, genre celui, ton sang de la veine que tu vois tous les jours, il t'a pas parlé de ça? Et du coup genre ça m'a vraiment fucked up la tête. Je me suis dit mais entre gars ils ont littéralement, la majorité du temps j'imagine, il n'y a pas l'initiative de se confier quoi. De se dire vas-y je vais parler un peu de ce que je ressens, on est vulnérables ensemble et c'est ça, mais t'as pas trop envie d'être vulnérable, t'as plutôt envie d'être perçu comme fort et moi je trouve que quand même, alors après personnellement avec mes amis tu vois, on s'est ouvert de plus en plus, on va exprimer des sentiments positifs, se dire mais c'est quoi qui a permis ça? On se dit pas je t'aime hein, non plus, on n'en est pas là, mais on se dit je te kiffe, tu vois. C'est quoi qui a permis ça? Comment vous avez switché de... On a grandi, la vérité c'est qu'on a grandi. Et puis en fait on a eu des moments très marquants, on a perdu des proches aussi, tu vois, on a perdu des gens. Mais ça crée des moments d'abaissement des barrières. Ah bah ouais, tu remets tout en question, tu vois. Enfin voilà, tu t'abaisses tout et ça devient beaucoup plus réel quoi. Mais il y a souvent ce truc dans les bandes de garçons où ça reste vraiment une camaraderie qui est très forte et une histoire de on se soutient donc on fait groupe et on efface ce truc. Et effectivement les amitiés mixtes leur sont très précieuses. Parce que, je te rejoins totalement. Moi, j'ai plusieurs potes proches qui sont, amis, vraiment, des amis depuis plus de 10-15 ans, qui sont des mecs. Et effectivement, alors parfois, ils ont un ami, effectivement, avec qui ils peuvent échanger et tout. Mais dans un contexte de groupe de garçons classique, c'est très compliqué d'aller exprimer une émotion, etc. Et c'est déjà observable à 7 ans, si jamais. Hein. Bien sûr. Désolée, je fais chier avec ça, mais c'est parce que en fait, mon taf pas. m'obsède. Parce que c'est que 2 heures par jour, mais je te jure, observer des gamins, tout d'un coup, tout est illustré, en fait. Tous ces trucs sur lesquels j'avais vachement réfléchi. Et puis moi, je vois déjà qu'à cet âge-là, déjà si jeune, les petits garçons entre eux, le premier réflexe qu'ils ont quand ils ont besoin d'exprimer quelque chose, c'est l'agressivité. Et moi, j'essaie d'implémenter ça, de leur dire tu peux être triste, tu peux ça, tu peux. Mais ils associent ça déjà aux filles, quoi. Bref, pardon pour l'aparté, mais c'était pour dire que ça commençait super, super tôt. Mais ça évolue beaucoup, j'ai l'impression quand même. Parce que j'espère. Là, sur les ados, on a l'impression que ça évolue, en tout cas, de ce qu'on peut voir. Ouais, carrément. Parce que le discours que tu as, je trouve c'est. Il y a une vraie réflexion et je sais pas, moi à l'époque on me parlait pas de tout ça, mais vraiment pas. Non, t'es un mec, tu te bagarres, on te regarde mal, tu te bagarres, et les filles elles sont entre elles, les mecs ils sont entre eux, voilà, tu vois, c'était très binaire quoi. Mais moi il y a un truc, ça m'arrivait très souvent de fréquenter des bandes de mecs, genre avant vraiment l'explosion du féminisme dans ma vie, j'aimais bien être one of the boys, machin, on est beaucoup de meufs à avoir connu ce truc où t'as envie d'être un des mecs de la bande. Et en fait, il y avait un truc qui me frappait et que je ne supporte plus maintenant. Mais c'était qu'en fait, la façon de faire sociabilisation et de bien s'aimer et d'exprimer son affection, c'était se tailler de la pire des façons. Et les gens, ils sont là, non, mais t'inquiète, s'il dit ça, c'est qu'il t'aime bien. Moi, je suis là, ouais, mais en fait, t'es en train de me traiter de tous les noms. Il y a un moment, peut-être un peu baisser les armes. Et c'est vrai que c'est... Après, dans les familles, c'est comme ça aussi. Il y a des familles où c'est comme ça. Parce que ça empêche d'être dans la profondeur. Et la profondeur, c'est ce qui fait peur, en fait. Et le fait de se tailler, c'est... Moi, pendant très très longtemps, c'était mon mode de fonctionnement dans ma famille. Je faisais que de tailler mes sœurs, ma mère et tout. Et il y a, je sais plus, il y a 2 ans, je m'en suis rendu compte en commençant la thérapie. Et ça m'a sauté aux yeux. Et mes rapports familiaux ont changé du jour au lendemain quand j'ai arrêté de faire ça. Ça a été perçu et compris quand tu as changé ou personne ne s'est rendu compte de ça? Si, en fait, on ne se l'est pas verbalisé, mais tout de suite, en fait, mes émotions, elles ont été beaucoup plus fortes et ça a été, ça a été beaucoup plus facile dans la famille. Et Saint-DX, on va écouter un de tes titres. T'as fait un titre qui est guerrier.
de base qui nous ramène à l'imaginaire de la boxe. Ouais. C'est Eye of the Tiger, Sunday X sur Move. Et merci d'être toujours avec nous pour écouter ce tunnel ce soir sur l'enfance et ce qu'il nous en reste. Et pour discuter de ça, je suis entourée de la carologie, Alien, Sabine Pacora et Sunday X qu'on vient d'écouter avec Eye of the Tiger sur Move. J'aimerais qu'on parle justement de quelque chose qui est lié aux familles, en l'occurrence les secrets de famille. Et cette question, faut-il vraiment parler de tout en famille ? Faut-il aller questionner, mettre les pieds dans le plat, etc. On sait qu'il y a des familles où ça parle beaucoup, ça crie, etc. D'autres où c'est plutôt taiseux. Est-ce que pour vous, il faut aller poser les questions, creuser, etc. Ou parfois, en toute relation humaine, tout n'a pas à être su. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Voilà. J'allais On dire, peut ça faire dépend tous les des programmes. besoins. Moi, en tout cas, on est très pudique à ce niveau-là dans ma famille. Il y a des choses que j'ai peur de savoir, donc je pose pas la question en fait quand j'ai pas envie d'avoir la réponse. Donc, mais c'est inspirant ces discussions qu'on a. Je pense que je pourrais creuser en moi-même davantage en vous écoutant parce que. Dis-nous en plus, non ? Ouais, il y a des choses. J'aurais dû mettre des divans. Ouais, c'est ça. C'est un peu une invitation à la psychothérapie en tout cas. Mais ouais, est-ce qu'il faut creuser en famille ça dépend de l'éducation que tu as reçue. Je pense que pareil, comment tes parents ont grandi, je pense que ça influe aussi la manière qu'ils ont t'élevé, d'en dire beaucoup ou pas. Donc, je sais pas. Non, mais c'est vrai, moi, je sais que je parle souvent avec mes potes du fait que moi, dans ma famille, on va jamais rien dire lié à l'affectif. Enfin, vraiment, là, tu le disais, toi, par rapport aux bandes de potes, mais moi, même dans ma famille, je sais pas, on fait pas de câlins ni rien, tu vois. Alors que j'ai des potes, ils vont juste textoter avec leurs parents et ils vont se dire « je t'aime », etc. Enfin, c'est des trucs... Moi, j'ai ce rapport avec ma famille. C'est vrai ? Moi, je dormais avec ma mère jusqu'à mes 15 ans. C'est Après, vrai nous, c'est peut-être aussi culturel, je pense, parce que du coup, ma mère, elle est colombienne. Et j'ai grandi avec ma tante, ma grand-mère maternelle, celle qui m'a élevée. On vivait dans un appartement tout ensemble avec ma sœur aussi. Et ma tante et ma grand-mère étaient illégalement en Suisse. Ok. Et elles sont restées plus de 10 ans. Et en gros, pourquoi je parle de ça ? Parce qu'il y avait une ambiance de base, on était dans un entre-soi féminin. Ouais. Quand mes parents ont divorcé, j'avais 7 ans, donc la majorité de mes souvenirs, c'est pas avec mon père chez moi, quoi. C'est vraiment qu'avec des femmes. Et du coup, nous, on avait vraiment ce truc d'être dans l'excessif partage, peut-être, et l'extrême inverse de ce que vous décrivez, et que ça soit l'autre pan de la médaille, du coup, qui pèse et qui pose problème, parce qu'il y a un truc peut-être pas de dépendance, mais de... Tu sais, où tu sais plus, toi, à quel point tu partages ou pas ce que la famille pense. Enfin, genre, c'est un truc de fusion un peu. Et surtout, il y a dire quelque chose et il y a croire que tu dis quelque chose, c'est pas pareil. Ouais, et ça, c'est un apprentissage que j'ai dû avoir parce que quand j'avais 15 ans, typiquement, le moment où j'ai vraiment commencé à réaliser un peu ce que j'avais vécu, que j'étais dans full développement perso, mais en fait, moi, j'arrivais vers tout le monde et j'étais là genre « Tu souffres ! Tu souffres ! Tu souffres ! Tu souffres !» Enfin, genre, tu sais. Du coup, je voulais communiquer des trucs et je voulais faire réaliser à ma famille, à ma mère, à ma tante, leur dire « Ça, c'est arrivé à cause de ça, ça, c'est arrivé à cause de ça. » Mais c'était pas ni la bonne manière, ni juste, ni adapté, parce que ce que je devais faire, c'était plutôt parler avec moi. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, puis c'est compliqué en plus d'aller mettre les personnes face à leur réalité. Je pense que plutôt que d'aller confronter les gens, faut chercher à savoir quelles sont les réponses que nous, on a besoin. Parce que comme tu l'as justement dit, t'as pas besoin de tout savoir, en fait. Et quand tu confrontes des gens, des fois, ils vont te dire « Ouais, il y a ça, il y a ça, il y a ça. » Et puis ils vont te dire des trucs que t'as peut-être pas besoin de savoir, tu vois. Mais par contre, si tu vas avec un truc précis de « Moi, j'ai besoin de comprendre ce truc. » Et tu vas le chercher, là, ça peut être très bénéfique, je pense, ouais. J'avais une discussion pendant une tournée au Maroc avec une personne, une abonnée qui était venue me demander comment est-ce que je peux parler du féminisme à ma grand-mère parce que j'ai l'impression que elle me comprend pas, etc. Et au niveau, vous allez comprendre où je veux en venir, au niveau de l'égalité homme-femme, j'ai l'impression qu'elle pige rien et tout. Et j'étais là, en vrai, ta grand-mère, de ce que tu me dis, elle a 75 ans, peut-être que c'est pas nécessaire d'aller lui exposer toutes les vérités du monde, de ton monde,
et lui dire, voilà, tu as souffert toute ta vie, tu as vécu ci, tu as vécu ça. Et peut-être qu'en fait, c'est pas un cadeau que tu lui fais et toi, tu as l'impression de venir soulager une espèce de conscience militante ou politique en tout cas. Et en fait, ça fait pas forcément du bien. Et je crois que ça rejoint un peu ce truc à aller voir dans les familles et dire, là, tu souffres. En fait, Mais surtout qu'on n'est pas toujours face à des personnes qui sont prêtes à vouloir avoir un lien vrai avec toi. Moi, j'ai eu le problème avec mes deux parents. Mes deux parents étaient maltraitants, mon père beaucoup plus. Et avec ma mère, j'ai réussi. J'ai réussi à aller vers elle et lui dire, ça, c'est plus possible. Il faut qu'on arrête. Je te demande pardon d'avoir répondu avec la même violence, mais c'est toi le parent. Nanana. J'ai emmené ma mère avec moi, avec la thérapeute. Je lui ai partagé des lectures, je discutais avec elle. Ma mère aussi, elle fait de son côté son travail et tout. Aujourd'hui, on a une belle relation qui doit encore changer, mais on a une belle relation. Mais parce qu'elle a fait l'effort de se dire, justement de faire cet exercice dont on parlait au départ, de se dire, en fait, est-ce que je suis d'accord avec ce qu'on a voulu faire de moi ? Non. En fait, elle a réalisé, ouais, sa famille était maltraitante, pire, sa propre mère, etc. Donc, mais par exemple, mon père, là, et ça, c'est la thérapeute qui me l'a bien expliqué, elle m'a dit, l'âge qu'il a, l'état physique dans lequel il est, le vécu qu'il a eu, si vous allez vers lui et vous voulez qu'il ouvre les yeux sur la réalité de ce qu'il vous a infligé, c'est ça qui va l'emporter. Mais justement, relativement à ce que tu peux dire sur ta mère, est-ce qu'une enfance compliquée est une excuse pour mal se conduire ? Et même plus largement, pour tout être humain, est-ce que le fait de souffrir, est-ce que le fait d'être triste, ça peut être une excuse pour mal agir, selon vous ? Parce que ça, on l'entend beaucoup, par exemple, parfois justement, on voit des artistes qui se conduisent mal ou qui ont carrément des comportements qui sont illégaux, qui relèvent de l'agression, etc. Et on va dire, oui, mais en fait, ce gars-là, il a vécu ça à tel moment, et machin, on essaie toujours un peu d'expliquer. Mais est-ce que ça peut être une justification ? Moi, je pense que c'est surtout les artistes qui se permettent de mal se conduire, hein, parce que le statut d'artiste confère pas mal de privilèges, et que c'est justement plus à cet endroit-là qu'à l'endroit du traumatisme et de la personne lambda, en fait. Enfin, je sais pas si toutes les personnes qui ont souffert se conduisent mal, parce qu'il y a aussi des gens qui se conduisent mal qui n'ont pas particulièrement souffert, donc je sais pas. C'est intéressant ce que tu dis sur les artistes en plus, parce que j'ai souvent cette discussion avec des potes, parce que du coup je les informe toujours en exclu de qui va tomber bientôt, parce que souvent les infos circulent très largement bien avant que les noms viennent dans la presse, et ils me disent « Oh là là, mais c'est pas possible, tous ces chanteurs, tous ces acteurs, ils font tous des dingueries », et du coup, à chaque fois se pose la discussion, moi j'ai pas de réponse, de est-ce qu'ils font ça parce qu'ils sont artistes, que du coup la notoriété leur donne le droit d'eux, ou est-ce qu'ils font ça à statistique égale avec le reste des autres êtres humains, et juste on en entend parler parce qu'ils sont artistes ? Moi, je pense que le statut d'artiste, quand tu as de la notoriété, te confère un certain pouvoir. Et c'est le pouvoir, en fait, qui fait que tu t'octroies certains droits et que tu te permets de faire des choses que ne font pas les gens lambda. Si tu gagnes beaucoup d'argent, si tu... Mais oui. du coup, je pense que c'est pas la notion d'artiste, c'est la notion de notoriété. Oui. Parce que oui, c'est la notion de notoriété. Ouais, pour moi, un artiste, c'est quand même quelqu'un qui est extra sensible, qui est... Donc oui, je pense que c'est la notoriété qui amène ça, mais la pratique artistique en soi est pas... on parle à nouveau de positionnement, ouais, en fait. Si tu es dans une position où tu peux dominer, Bien sûr. Mais c'est quand même beaucoup chez les artistes connus que tu as des comportements transgressifs. Parce que aussi, l'expérience artistique où t'as pas une vie, dans les cartésienne, où tu te lèves tous les jours, enfin, tu fais un peu ce que tu as envie, tu as de l'argent, tu peux aller là-bas, tu peux machin, tu as plusieurs partenaires, y a, la vie d'artiste aussi fait que ça te permet de transgresser aussi les choses, d'exprimer des désirs qui sont pas à la portée de tous. Je pense que quand même, le statut d'artiste confère des réactions particulières. Parce que dans la classe politique, où effectivement, il y a aussi du pouvoir, ça ne s'exprime pas de la même façon. Là où effectivement, la notoriété va donner du pouvoir, mais le fait, la vie un peu de bohème, la vie de tous les possibles, va te permettre de croire en fait que tu peux vraiment être à l'écoute d'une sensibilité qui peut être débridée, qui peut être... voilà, quoi. Après, je pense que les politiques, c'est juste qu'on est peut-être moins au courant aussi.
Parce qu'il y en a eu de tout temps. Tu vois, des Berlusconi, des mecs comme ça. Après, les politiciens, ils enchaînent les DSK. dingueries parce que le contexte s'y prête. J'ai aussi. pas dit qu'il se passait rien chez eux. J'ai dit que ça s'exprimait différemment. Ça s'exprime. Ouais, C'est le pouvoir. C'est le pouvoir qui s'exprime. Mm. Parce que ça va pas être sur des fans, ça va plus être sur des collaboratrices, etc. Ouais. Après, on a vu comment il s'appelle, Strauss-Kahn. Hein. Ouais, bah oui. C'était pas une fan, c'était pas une collaboratrice, c'était une femme de chambre. Oui. Voilà, ça s'exprime vraiment toutes les de autres, façon différente. Mais en fait, le pouvoir s'exprime. Les rapports de domination, c'est des relations qui sont un peu différentes. C'est-à-dire que t'es pas dans une relation horizontale, t'es dans une relation unilatérale. Moi, il m'est arrivé de sortir avec des stars quand j'étais plus jeune. Franchement, laisse tomber, quoi. Ça me dit rien du tout, quoi. Parce que effectivement, c'était pas du tout une relation. La star en question, elle en avait rien à foutre de moi, en fait. J'étais juste un objet. Un objet sexuel, un objet de désir, un objet... Il y avait absolument aucune relation, en fait. En fait, si toi, tu es victime de ce genre de choses et que tu te dis « Oh, mais cette personne me fait ça parce qu'elle souffre », c'est comme le fameux c'est ce qui tue pas nous rend plus fort. C'est que si tu te le dis à un moment où, en fait, il faut d'abord chercher à sortir de la situation, à comprendre ce qu'on vit et tout, si tu te dis ça immédiatement, c'est mortifère. C'est pas bien, évidemment. Il faut la nommer, cette violence. On va pas se dire... moi, j'allais... justement, quand j'avais 7 ans, j'avais déjà fait l'exercice de me dire « Tiens, cet homme a l'air de vraiment aller mal. » Mais ça m'a pas aidé à moi m'extraire de cette violence, tu vois. Et je pense que c'est une question à se poser à soi sur comment moi je peux reproduire peut-être quelque chose que je veux pas. Mais quand on nous fait du mal à nous, peut-être qu'on n'est pas toujours prêt à essayer de comprendre l'origine de ça, en fait. Ça dépend de où on en est, tu vois. Et justement, là, tu fais référence à la famille. Il y a une question que je trouve super intéressante qui revient très souvent d'ailleurs au moment des fêtes de Noël. Il y a beaucoup de réflexions qui peuvent émerger sur les réseaux sociaux, dans la presse, etc. Sur le fait de serrer un peu les dents, fermer les yeux en famille. Et la question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'il faut tout pardonner et tout laisser passer au nom des liens du sang ? Alors, ça peut aller évidemment des comportements maltraitants jusqu'à des idées politiques plus que douteuses, etc. Est-ce que pour vous, parce qu'on est vaguement cousin avec quelqu'un, on doit dire bon c'est la famille, je laisse passer? Vaguement cousin, c'est différent quand c'est quelqu'un d'extrêmement proche. Je pense que la question est encore, par exemple par rapport à des opinions politiques, c'est beaucoup plus complexe que ça. Je pense. Oui, mon vague cousin que je vois une fois par an, c'est différent que je sais pas. La mère, le père, la sœur. Mais il y a beaucoup de familles où, par exemple, même si tu parles plus à un cousin, un oncle, tu vois, quelqu'un qui n'est pas de ta famille nucléaire, on va te dire, mais attends, mais c'est la famille. Enfin, il y a des endroits où c'est hyper ancré, quoi. Moi, dans ma famille, c'était ça. Genre, je hurlais tout le temps que je souffrais à cause de lui. Mais c'est ton père. Mais regarde. Mais... il te donne de l'argent et tu manges bien et t'aurais pu naître en Colombie et t'aurais pu naître je sais pas où et tu devrais être contente de ça, etc. Et du coup ça fait que moi perso, et c'est un biais de ma propre personnalité, c'est pas une réponse pour les autres, mais pour moi c'est un non catégorique, c'est-à-dire que j'ai dû littéralement survivre à ça. Genre je veux dire, la famille c'est censé être l'endroit qui te maintient en vie, qui te protège, qui te sécurise, et sociologiquement on le sait d'un point de vue purement statistique, c'est le premier endroit de la violence, de toutes les violences. Donc, quand tu vis dans des environnements comme ça, qui soit te poussent à te suicider, soit en fait te tuent, parce que je tiens quand même à rappeler qu'on parle de maltraitance et tout, mais il y a quand même, en France, je ne connais pas les chiffres exacts, mais c'est beaucoup d'enfants qui meurent chaque année à cause des maltraitances, et des enfants de bas âge. On compte pas les infanticides. Voilà. Donc, il y a des trucs horribles qui se passent, et donc, pour moi, mettre ça sur le devant de la scène et dire c'est la famille, ou au nom de quelconque principe, mais de maintenir un lien au nom de quoi que ce soit, si la personne elle est en danger de survie psychologique ou physique, pour moi, c'est la condamner, honnêtement. Donc pour moi, c'est un non catégorique. Oui. Bien sûr. Désolée pour cette énergie. Mais non, parce que c'était hyper prenant. Je parlais de choses plus légères, comme genre les opinions politiques et tout, mais évidemment. Ouais. Ah oui, mais non, mais là c'est un grand écart au niveau de la question qui est voulue. C'est est-ce que il faut avoir une idée absolue par rapport au fait de justement couper les liens ou pas? Est-ce qu'il faut avoir des principes rigides ou en fait Mais ça s'applique pas qu'à la famille, je pense. C'est aussi bien sûr.
Enfin, qu'est-ce que tu es prêt à accepter, à tolérer? Quelle est la force de tes convictions? Et à partir de quel moment ça te fait rompre avec une personne ou rompre une relation, que ce soit familiale ou pas? Après, ouais, je pense qu'on a tous des sujets qui nous touchent plus ou moins, sur lesquels on peut. Enfin, c'est aussi ce qui nous construit, nos principes, nos valeurs. Je pense que ça varie en fonction des gens. Mais d'ailleurs, c'est ce que tu disais sur les bandes de potes, ça c'est hyper intéressant. Les bandes de potes qui viennent du même endroit, du coup, donc qui en général ont comme point commun en fait d'être du même âge, dans la même ville au même moment, mais qui sont pas forcément des personnes qui se ressemblent fondamentalement. Parfois, tu as ce truc où genre tu bouges en ville, donc tu les retrouves qu'à certaines périodes, etc. Et typiquement pendant les périodes d'élection, des fois tu réalises des trucs, tu réalises qui t'a en face et ça peut être compliqué. Et moi, je sais qu'autour de moi, il y a plein de gens qui disent bah non, écoute, si mon ami n'est pas d'accord avec moi politiquement, c'est de la politique, ça ne doit pas nous séparer. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça, parce qu'à la fin, la personne pour qui tu votes détermine quand même qui tu es et comment tu te places sur un système de valeurs. Ouais, après, les gens sont politisés de manière très différente. Il y a des gens qui sont très politisés, il y en a qui sont, franchement, qui en ont rien à foutre et qui regardent un petit peu. Moi, je trouve ça, tant qu'il n'y a pas de... Après, encore une fois, chacun sa grille, mais moi, pour moi, tant qu'il n'y a pas des trucs qui sont ouvertement racistes, enfin, vraiment, qui vont vraiment me déranger, je peux le laisser... Enfin, je vais pas me faire un ami... Enfin, je veux dire, sur les amis que je connais depuis très longtemps, leurs opinions politiques, tant qu'elles ne sont pas... ce qui, pour moi, va être choquant, c'est pas une raison de ne plus être ami avec. On va juste pas en parler. Mais c'est parce que je suis pas quelqu'un de très politisé et c'est pas un sujet dans ma bande d'amis. Si tu veux, la politique, franchement, on n'en parle pas, quoi. Il y a d'autres choses plus importantes et... Mais ça dépend si ça t'impacte aussi. En fait, si ces opinions, elles te touchent pas, toi, dans ton existence, c'est normal que ça soit un peu un non-sujet. Tu vois, parce que moi, si j'ai un pote qui, tout d'un coup, il est contre l'avortement et que je suis en possibilité, moi, de procréer, bah, peut-être que ça me frapperait plus. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est des sujets qui sont très clivants. Après, je sais genre, pas, est-ce que ça, si le mec ça qui va me arrive dire, je sais pas, je vote, je sais pas, moi, pour tu vois, les Républicains ou pour le PS, pour moi, c'est pas un sujet à s'embrouiller, par exemple, tu vois. Je m'en fous. Enfin, tu vois, où tu votes Macron, je sais pas quoi, je vais pas te dire, t'es un connard. Pour moi, ça n'a pas d'importance. Et si tu votes Le Pen et Zemmour? Ouais, mais ça, pour moi, non, mais pour moi, tu vois, ça, c'est plus problématique. C'est plus problématique. Bien sûr. Mais bon. J'avais une période, je m'embrouillais carrément avec mes potes qui voulaient pas voter. Je devenais zinzin avec ça, vraiment. C'était. Ouais, mais est-ce que ça vaut le coup de perdre des amis? Parce que tu vois. Bah, après, moi, c'est ce que je leur disais. En fait, j'avais des gens qui voulaient pas aller voter. Moi, à des moments où je me faisais fort menacer par l'extrême droite. Et encore, je suis pas dans une situation où, par exemple, je vais subir leur racisme, tu vois. Enfin, a priori, si à la limite, ils ont décidé que j'étais fâche, donc je subis leur antisémitisme, mais ça s'arrête là, tu vois. Mais, par contre, ce que je leur disais, c'est que moi, c'est des gens qui me menacent de façon directe. Donc, en fait, quand j'avais des potes qui venaient me dire qu'ils toléraient de la part d'autres potes que ça vote extrême droite et tout, j'étais là, bah, en fait, toi, ta réalité, c'est que ça change rien. Mais moi, c'est des gens qui me menacent de mort, donc du coup, c'est une dinguerie. Et c'est évidemment pire quand tu es une personne ouvertement queer, quand tu es une personne racisée et tout. Ça vient directement atteindre à ton identité et ça peut te mettre en danger, quoi. Je pense aussi que ça dépend du potentiel d'évolution. De fou. Parce que tu vois, si... Dans le même temps, il faut essayer de récupérer nos potes, c'est ce que je me dis aussi. C'est ça, c'est que c'est tout un art en réalité d'essayer de savoir si la personne qu'on a en face de nous, elle est de bonne foi et puis qu'elle a peut-être envie de réfléchir avec toi et d'avoir un débat et que toi aussi tu la comprennes parce qu'on va pas débarquer en mode j'ai raison, tu as tort et voilà. Mais moi je trouve qu'une erreur qu'on peut faire beaucoup, surtout quand on est jeune et qu'on se réveille un peu sur ces questions, c'est de vouloir convaincre tout le monde, c'est de vouloir s'assurer que tout le monde n'est pas un monstre, etc. Et puis du coup en fait on communique mal parce qu'on sait pas qui on est en face en fait et là on crée des problèmes inutiles, des clashs horribles, des drames là où il y a juste on aurait pu juste se dire tu sais quoi, vas-y juste laisse tomber. Mais il y a eu beaucoup la culture des réseaux sociaux à un moment aussi où genre bah tu connais les milieux militants, je vais pas t'apprendre. Mais tu sais il y avait des moments où je crois que le péril fasciste aussi était beaucoup moins fort, donc on voyait moins l'urgence et tout. Mais on se tirait dessus pour des pécadilles. Là où en fait si on avait été en face à face, on se serait dit vas-y, je suis pas d'accord avec toi, attends viens, on va fumer une clope dehors et t'en parles. Ça c'est l'effet des réseaux, c'est normal en fait. Juste que t'es face à un autre être humain, c'est pas pareil que quand t'as un pseudo, des lettres. Enfin je veux dire. @username 2 3. Pépé manga, je sais pas quoi. Après il y a des situations qui sont moins politiques et qui peuvent être tout aussi malaisantes. Par exemple pour moi.
des gens qui vont se déguiser en noir ou en femme, par exemple. De fou. Et j'avoue que, moi, je ne vais pas je vais pas les annuler. Ouais. Mais en tout cas, dans ma relation, en tout cas avec ces personnes, va être très limitée. Et par exemple, je sais que moi, dans mon environnement, dans ma famille recomposée, il y a des gens comme ça. Qui ne voient pas le mal, qui ne voient pas les qui couleurs. trouvent normal de se déguiser en noir ou en femme, de mettre des perruques, etc. Bon, on va dire que pour la longévité de notre relation, des gens que j'ai connus dans mon enfance, etc., le lien est plus ou moins maintenu, mais vraiment de façon infime. C'est-à-dire que c'est pas des gens que je vais porter réellement en fait dans mon cœur. Je respecte en fait cette relation, etc., mais pas plus. C'est pas exclu que les gens deviennent avec le temps, deviennent des cons. Tu vois, des gens, des amis d'enfance avec qui tu as partagé des souvenirs de ouf. Oui, complètement. Ils évoluent et puis au bout d'un moment, tu les reconnais plus. Et c'est ce genre d'indicateur, tu vois, tu te dis, oh là, vas-y, chacun sa route. Oui, c'est ça. Tu te rends compte que tu leur ressembles plus trop. Ouais. Ou c'est toi qui as évolué, mais dans l'autre sens. Ouais, clairement. C'est des chemins différents. Tu t'es ouvert, tu as compris des choses, tu t'es politisé, je sais pas. Mais c'est hyper compliqué de voir des gens avec qui on a grandi, avec qui on a toujours eu des liens forts et qui sont un peu les gardiens de nos souvenirs parce que c'est eux qui étaient là dans telle période de notre vie. Et se dire, waouh, mais nos réalités et justement les réalités politiques, sociales dans lesquelles on évolue sont si différentes. Enfin, ça peut être assez fou comme réalisation. Il y avait des questions, on a digressé, c'est totalement le principe de cette émission. Mais il y avait des questions au niveau du souvenir d'enfance que je me posais. Est-ce que vous pensez que quand on est enfant, on comprend les grands événements aussi bien qu'on les comprend à l'âge adulte, aussi bien la mort que l'amour ou la fin de l'amour, en l'occurrence dans les cas des parents qui se séparent, des divorces. Est-ce qu'on comprend, par exemple, Sabine, le déménagement? Est-ce que ça implique aussi bien qu'un adulte? Enfin, est-ce que vous pensez que les émotions sont perçues de la même façon? Moi, je voulais pas couper Sabine, parce que tu l'as posé la question. Enfin, c'est un peu compliqué, parce que moi, j'ai l'impression que quand tu es enfant, tu as plusieurs vies, en fait. Et tu as une vie qui est en espèce d'expansion. Et en fait, il y a ou une fratrie, ou des parents, en fait, qui sont là pour compenser, expliquer. Voilà, moi, par exemple, j'ai pas vraiment eu ça. Donc, par rapport à... C'est vrai que par rapport à l'abandon, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, je me suis vraiment retrouvée toute seule pour... voilà, pour... je sais pas comment dire... subir ce qui s'est passé. Et c'est vrai qu'à partir de là, en fait, j'ai... en n'ayant plus de famille, en fait, en n'ayant plus... c'est vrai qu'après, j'ai eu un regard vraiment différent sur les choses et sur ce qui se passait autour de moi. Parce qu'avant, j'avais l'impression que j'avais comme un espèce de pare-choc qui me protégeait, etc. Et que du coup, tout ce il pouvait se passer plein de choses. Il y avait ce pare-choc, en fait. Et comme si moi, je comptais pour du beurre et tout ce qui pouvait se passer aussi, c'était un peu... Ça comptait pour du beurre. Et après, quand je me suis retrouvée, en fait, à être vraiment seule, très jeune, et que j'avais aussi besoin d'avoir une acuité pour analyser les situations et pour pouvoir me défendre, par exemple. Je sais qu'à un moment donné, mes soeurs m'avaient dit, oui, fais attention à ce moniteur. Enfin, on a quand même eu de la chance, c'est-à-dire dans notre malheur, parce qu'il ne nous est rien arrivé de terrible, au-delà de l'abandon et d'avoir été en famille d'accueil et en foyer. Il m'avait dit, oui, fais attention, ce moniteur et tout ça, si tu te retrouves seul avec lui, si tu fais quelque chose. Enfin, il m'avait jamais rien fait. J'avais pris des pierres pour lui lancer des pierres. Enfin, bon. Mais du coup, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais commencé à prendre conscience de réalité, quoi. Que, effectivement, un adulte pouvait me faire du mal ou des attouchements ou des choses comme ça. Et j'étais vachement plus... comment dire j'avais un regard plus acéré
sur le monde, sur les choses, et j'avais aussi un avis. Alors qu'avant, j'avais pas vraiment d'avis, je suivais mes frères et sœurs, je suivais... et là, en fait, oui, dès l'âge de 7 ans, en fait, de 8 ans, je dirais, j'avais... voilà, il y avait des fois des adultes qui mentaient autour de moi et je le notais, je me disais ah bon, c'est bizarre. Ça c'est fou le moment où tu te rends compte, alors parfois ça arrive plus tard dans la vie, plus vers 15 ans, 20 ans, quand tu t'approches vraiment de l'âge adulte, mais où tu te rends compte que les adultes ne sont pas des adultes, enfin, c'est juste des êtres humains qui sont plus âgés que toi, mais qui sont aussi faillibles, que des fois ils sont pas bien, c'est très très étrange ça comme réalisation. Première fois qu'on les voit faillibles. Ouais. Ce qui est d'autant plus étrange, c'est qu'après, y a des adultes qui oublient justement ce passage, en fait, qui ont tendance à penser qu'il y a t'étais enfant, trou noir, hop, voilà, t'es là. Et quand tu leur dis, en fait, il y a un lien, oui. c'est un peu inconfortable pour beaucoup de gens, mais je pense que justement, le point commun peut-être qu'on a tous ici, c'est qu'on a un peu conscience de ce fil rouge, justement, qui nous a menés jusque-là, parce que je pense que, y a plein de monde... dont le travail n'est pas d'être artiste ou de raconter sa vie pendant 8 ans en ligne, qui ne vont pas spécialement passer autant de temps à se dire qu'est-ce que je ressens, comment je vais mettre en scène mon histoire, qu'est-ce que ça signifie sur moi. Voilà, c'est ça. Et du coup, t'as raison, c'est bizarre. Et je sais... Ah, non. Vas-y. Non, moi je trouve... Il y a un moment qui m'a marqué. Je me suis dit, c'est quand mes parents se sont séparés, j'ai capté que, en fait, mes parents, c'était pas juste des parents, on m'entend ou pas ? Oui. C'était pas juste des parents, mais c'était des êtres humains. Tu vois, genre des vrais gens qui avaient des sentiments, des envies, des machins. Et pour moi, ça fait partie du passage un peu à l'âge adulte et à la conscience de soi, etc. Voilà, je voulais juste ajouter ça. Mais avec brio. Merci. On va s'écouter un titre. Peut-être qu'il vous rappelle des souvenirs autour de la table. On est à ce moment-là en 2007, je crois. C'est Time to Pretend de MGMT. Personnellement, pour la petite histoire, pour les personnes qui nous regardent sur la caméra, c'était mon premier tatouage. Il est très réussi, voilà, il y a écrit Fated to Pretend, c'est très gênant. C'est MGMT tout de suite sur Mauve. Et pour cette toute fin d'émission après laquelle nous aurons le plaisir d'entendre Tani, j'ai une petite surprise. Et on parlait de famille, donc justement ça se tient assez bien. Aliène, tu vas nous faire un titre directement au micro, au pupitre. C'est parti. Allez, comment s'appelle ce titre ? Il s'appelle Papa et Maman. C'est parti. Aliène sur Mauve. Maman a trop travaillé. Maman devrait prendre sa retraite. Maman, elle est fatiguée. Maman aime trop ses cigarettes. Maman donne beaucoup aux autres. Elle oublie sa santé à elle. Maman devrait faire une pause. Maman aime quand je la console, maman aime quand je suis là, maman m'aime quand je suis heureux, elle m'aime quand je le suis pas, maman aime faire des balades, quand le soleil perce les nuages, maman aime parler aux arbres. Maman me raconte sa journée, parfois j'écoute même pas, maman m'attend pour déjeuner, elle me resserre 3 fois, maman aime me faire à manger, elle aime me traiter comme un roi, elle a du mal à me partager, ma maman. Elle était si belle avant, quand je vois les photos ça me rend triste, mais elle l'est toujours autant. Maman des autres elle s'en fiche, elle est seule maman. Elle est trop sensible, il n'y a aucune chose qu'elle ferait pas pour son fils, ma maman. Maman s'occupe de sa maman, maman sera bientôt épuisée. J'aimerais pouvoir monter dans le temps, pour elle m'aimer c'est respirer. Maman aime les voyages, la lumière du soleil. Maman aime les images, les concerts, les poèmes. Maman aime la mer, les oiseaux, les voiliers. Mais maman n'aime plus papa, papa aime les livres, la radio et le calme. Papa aime son chat, la guitare et le jazz. Papa aime la campagne, les feux de cheminée. Mais papa n'aime plus maman. Est-ce que c'est de ma faute à moi? Est-ce que c'est de ma faute à moi? Est-ce que c'est de ma faute à moi si papa n'aime plus maman et maman n'aime plus papa? Est-ce que c'est de ma faute à moi? Est-ce que c'est de ma faute à moi? C'est pas de ma faute à moi si papa n'aime plus maman et maman n'aime plus papa. Papa a trop travaillé, papa s'est oublié souvent, papa il est fatigué, il voudrait rattraper le temps, papa pense beaucoup aux autres, il passe son temps à les soigner, il pense toujours que c'est de sa faute, papa a du mal à s'aimer, papa aime quand on discute tous les deux dans la cuisine, des monologues de 10 minutes à parler de livres ou de musique, papa a les valeurs d'avant, il croit au travail, papa aimait beaucoup maman.
Papa aime faire des balades sous les forêts de châtaigniers. Papa aime garder le silence comme si rien ne l'atteignait. Papa aime donner des conseils sur comment faire des chansons. Je lui dis de les écrire lui-même, de faire une carrière dans le son. Papa aime dire que c'est de sa faute, tous les malheurs du monde. Papa a peur de vieillir, papa il a peur du gong. Il voudrait bien qu'on se rapproche, il veut resserrer les liens. Papa a eu un sale gosse, il a voulu tout faire bien. Papa m'a dit qu'il était fier. Papa il est trop gentil. Et moi je voudrais dire à mon père que c'est mon meilleur ami. Papa aime les livres, la radio et le calme. Papa aime son chat, la guitare et le jazz. Papa aime la campagne, les feux de cheminée. Mais papa n'aime plus maman. Maman aime les voyages, la lumière du soleil. Maman aime les images, les concerts, les poèmes. Maman aime la mer, les oiseaux, les voiliers. Mais maman n'aime plus papa. Dites-moi, est-ce que c'est ma faute à moi? Dites-moi, est-ce que c'est ma faute à moi? Dites-moi, est-ce que c'est ma faute à moi? Si papa n'aime plus maman et maman n'aime plus papa. Dites-moi, est-ce que c'est ma faute à moi? Dites-moi, est-ce que c'est de ma faute à moi? Dites-moi, c'est pas de ma faute à moi. Si papa n'aime plus maman et maman n'aime plus papa. Merci. Merci beaucoup, c'était Alien en live sur Move. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous avez aimé mes invités, vous pouvez les retrouver. Carolina sur YouTube, La Carologie. Alien, on peut te retrouver à la Maroquinerie ce 13 juin. Oui. Et également dans les bacs ou sur les plateformes de streaming avec ton album L'Orage, paru le 5 avril. Sabine Pacora, toujours en spectacle. L'Afrique, journal d'une femme vaudou. Et enfin, Sainte DX, ton album, pareil, sur les plateformes et dans les bacs, Way Back Home, sorti ce 26 janvier. Pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine, même heure, 19h-21h sur Move. C'est tout pour moi.